Bassidi, depuis quand tu es là? Depuis toujours, mon petit. Tu te moques de moi? Mais dis-moi, on dirait que tu es parti ailleurs. J'aurais bien aimé, Bassidi, se regarder des photos du passé de notre pays. Bassidi, tu connais tout sur le Maroc? Bien sûr. J'ai visité beaucoup de villes pendant toute ma vie. Tu dois tout connaître du Maroc. Tu es vieux. Le vieux ne pourrait pas tout dire sur l'histoire du royaume du Maroc. Mais ne t'inquiète pas, je te raconterai quelques moments forts. Grand-père, tu veux commencer l'histoire sans moi? Je ne pourrai jamais commencer sans que tu sois avec nous, ma petite. Écoutez-moi, mes enfants. Le Maroc est un beau pays que la nature a doté de vastes plaines, de déserts ornés d'oasis, de hautes cimes et de plages étendues. Un pays dont la civilisation remonte à des milliers d'années. Et d'origine amazighe, africaine, arabe et andalouse. Les Amazirs en ont établi les bases grâce aux fondements religieux consolidés par les religions monothéistes juives et chrétiennes, jusqu'à l'avènement de l'islam qui enracinera son identité et la dotera d'une culture authentique et diversifiée. Ce Maroc libre, dont les tribus embrassèrent l'islam mus par le besoin de se fédérer autour d'une personne à même d'unifier leurs rangs, guider leurs ambitions et préserver la diversité de leurs origines et cultures. C'est ainsi qu'elles adoptèrent et firent acte d'allégeance à Idriss Ier, descendant du prophète, qui épousa Kenza Laouramia et qui créa le noyau de l'État unifié. Son fils, Idriss II, consolida cette entité en construisant la ville de Fès en l'an 808, c'est-à-dire il y a 1200 ans. 1200 ans? Tu imagines, mon fils? Ta sœur est âgée de 12 ans. Et 1200 ans, c'est 100 fois son âge. Mais grand-père, avant, il n'y avait rien? Mais si, cela fait plus d'1 million d'années que l'homme existe sur cette terre bénite. Les recherches archéologiques nous font découvrir régulièrement des traces d'ossements humains et des ustensiles. Ah oui, je les ai vus sur une photo l'autre jour dans un journal. Ils ont trouvé une mâchoire humaine. Grand-père, je voudrais bien être archéologue. Depuis tous les temps, ma fille, le Maroc a toujours été une terre d'ouverture et d'accueil pour les autres civilisations. Les Phéniciens, avec qui ils ont eu un grand commerce, les Carthaginois et les Romains qui les ont côtoyés pendant 4 siècles. Vous voyez, mes enfants, les Marocains ont pu coexister grâce à un mode de vie épanoui et une organisation générale du pays sous le règne d'un grand royaume amazigh. Les Marocains ont donc coexisté avec les Phéniciens, venus de l'Orient, et les Romains occidentaux. C'est là une grande valeur d'ouverture que nous perpétuons jour après jour. J'ai lu que le Maroc a connu plusieurs dynasties. Peux-tu m'expliquer? Avec la construction de Fès, l'État du Maroc s'est épanoui. Fès est devenu le cœur du Maroc et sa capitale économique, scientifique et spirituelle sous le règne de la dynastie idrisside. Elle a consolidé le socle de la marocanité à la base d'une rencontre entre Driss Ier et une princesse amazigh qui porte le nom de Kenza Laouramia. Ses descendants préserveront cet héritage avant de passer le flambeau aux Almoravides. Cette dynastie, dont les princes amazighs originaires de Sanhaja au Sahara non seulement répandirent l'islam dans ces différentes régions, mais fortifièrent également la ville de Fès, et ce, à travers la construction de Marrakech en 1062 par Youssef ibn Tashfin. Marrakech, là où on va en vacances de temps à autre? Oui, c'est ça, ma petite. À l'époque des Almoravides, le Maroc créa une certaine complémentarité avec l'Algérie. La consolidation des liens avec l'Afrique subsaharienne et la contribution à la défense de l'intégrité de l'islam en Andalousie, notamment après la bataille de Zalaca. Le Maroc deviendra ainsi une grande puissance dans la région de la Méditerranée. Grand-mère, enfin tu es là. C'est toujours un plaisir de te voir. Ce n'est pas moi qui t'intéresse, c'est surtout mes gâteaux qui te mettent dans cet état. Bassidi nous parle de l'histoire du Maroc. J'arrive au moment où les Almohades prennent le pouvoir.
Ah oui, c'est une très belle époque aussi. Tu connais quelque chose sur cette époque, grand-mère? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Quand les Almohades succèdent et emboîtent le pas aux Almoravides, érigeant la ville de Fès en l'un des principaux centres urbains de l'époque, ils consolident l'unité du Grand Maghreb, élargissant son assise jusqu'à Tripoli et défendant l'islam en Andalousie. Ceci cristallisera l'appartenance des Marocains à la religion islamique grâce à l'apport de grands noms. Les Almohades perpétueront leurs souvenirs à travers la bataille d'Al-Arak en 1195 et la construction de la ville de Ribat al-Fath. Comment ça, Ribat al-Fath? C'est Rabat. C'est vrai, ma fille. Beaucoup de villes étaient appelées par leur ancien nom et étaient connues par ces noms pendant des siècles. Les Almohades ont aussi construit des mosquées comme Hassan, Al-Koutoubia et la Kheralda. Ils développèrent les sciences, le savoir et les métiers en combinant les connaissances arabes et andalouses. Grand-mère, j'ai une question. Oui, ma chérie, Puis-je avoir un autre verre de thé? tu l'auras si tu me dis le nom de l'université de Fès. Je la connais, c'est le Qarawiyyin. Sais-tu que c'est une femme qui est à l'origine de sa construction? Oui, je sais qui c'est. C'est Fatima Filia. Tu le savais, ça, Khadija? Bien sûr que si. J'ai même su que sa sœur Mariam a construit Jama' Andalous. Tu vois que les femmes ont toujours participé à l'histoire du pays avec les hommes. L'histoire que nous vous racontons n'a pas été édifiée dans les palais des princes et des sultans uniquement, mais fut également le fruit des efforts de tout un peuple, avec ses différentes classes et composantes. Le Maroc a construit des écoles et des mosquées, lieux de savoir et de connaissances dans différents domaines. Parle-leur des femmes. Elles ont écrit de très belles pages de notre histoire. La femme marocaine fut présente à tout moment, même dans les situations de crise, à travers l'éducation des générations successives. Elle fut aussi efficace que l'homme à chaque fois que les restrictions que lui imposaient les traditions se relâchaient, et ce dans tous les domaines, économiques, politiques, scientifiques et même militaires. Rappelons-nous ce qu'ont fait Kenza al-Awrabiya, épouse de Driss Ier, Zeyn ben Fzawiya, qui a beaucoup aidé Youssef ben Tashfin à gérer le pays. As-Sayyida al-Hurra, la première femme à avoir gouverné une ville qui fut Tétouan à l'époque des Wattassides. Ikhnata bint Bakkar, épouse de Moulay Ismail. Nul doute, les femmes de l'ère de l'indépendance en ont fait autant. Et avec la réforme du code de la famille, ça sera le cas demain pour toi et tes compagnes Khadija. Il n'y avait pas de femme qui se nomme Khadija à cette époque? Si tu veux qu'il y ait des Khadija, à toi de travailler dur, tes frères et tes sœurs. Nous n'y manquerons pas, grand-père. Nous saurons être dignes de l'héritage de nos grands-mères. La perfection étant inaccessible, tant aux humains qu'aux États, l'unité maghrébine finit par s'effriter. Les Mérénides zénètes entreprendront de préserver l'État d'Al-Maghrib à l'Aqsa, faisant prospérer villes, médressas et institutions de savoir, et défendant la présence islamique en Andalousie. Ce faisant, ils ouvriront les portes du Maroc aux juifs et musulmans venant se réfugier de la persécution chrétienne. Ah, c'est pour ça qu'on a des Marocains musulmans et des Marocains juifs. Oui, c'est pour ça que nous avons cette identité plurielle et cette diversité culturelle. Les Wattassides qui viennent et qui se chargent de combattre l'ennemi, ainsi que les soufis et les combattants, hommes et femmes venus de tout le pays, y compris les Saadiens, qui parviendront à refouler les envahisseurs de tous les débouchés maritimes qu'ils avaient occupés. La dynastie saadienne fut la soupape de sécurité pour le Maroc, face à tous les défis et menaces provenant tant de l'Est que du Nord. C'est ainsi que la bataille de l'Oued el-Mahazin, en 1578, tout près de Larache, devint un symbole de la fierté, de la bravoure de ce pays, et fut témoin du patriotisme de ces femmes et de ces hommes. C'est la bataille des trois rois. C'est vrai mon fils. Après est venu le règne d'Ahmed el-Mansour Dhbi, durant lequel le Maroc se transformera en une grande puissance dont l'influence s'étend jusqu'au Soudan à l'ouest. Mais les divergences entre ses successeurs affaibliront l'intégrité du pays, son indépendance n'ayant été préservée que grâce aux efforts des Zaouïas et des combattants qui organisèrent la guerre sainte en mer et sur terre. N'est-ce pas El-Hajj? Tout à fait, El-Hajja. Signalons là une réalité qui nous fait honneur à tous, c'est que le Maroc est le seul pays
à ne pas être occupée par les Ottomans. Et après, grand-père? Après, les Chorfa alaouites assumeront le pouvoir. Le sultan Moulay Ismail rétablit la souveraineté du pays en libérant les villes occupées. La ville de Meknès devient la capitale du royaume. Emboîtant le pas à Moulay Ismail, son petit-fils Sidi Mohamed Ben Abdallah œuvrera à la consolidation des relations du royaume avec l'extérieur. D'ailleurs, au niveau diplomatique, le Maroc fut le premier pays au monde à avoir reconnu le gouvernement des États-Unis d'Amérique, présidé par George Washington. Sidi Mohamed Ben Abdallah a construit Essaouira, Anfa, El Jadida et Fdala. Fdala? C'est où ça? C'est le Mohammedia. La marche du royaume ne fut perturbée que par le collapse du pays voisin, l'Algérie. Tombé sous l'occupation française, ainsi que par la défaite de l'armée marocaine lors de la bataille d'Isly en 1844, qui mettra en exergue les nouveaux défis auxquels le Maroc va devoir faire face. C'est ce que le sultan Al-Hassan Ier tentera de rattraper dans un contexte d'intensification des attaques perpétrées par les envahisseurs et qui, au début du siècle passé, ont contraint le royaume à être placé sous le protectorat français en 1912. Mais le peuple marocain se mobilisera avec toutes ses composantes contre le protectorat, déployant tous les moyens militaires et intellectuels en vue de combattre l'occupation. Unifié autour du trône, notamment à l'époque du sultan Mohammed V, convaincu de sa victoire en dépit des complots et des conspirations des envahisseurs, entouré de grands combattants et résistants. Ce fut la révolution du roi et du peuple, ainsi que le mouvement de résistance armée et pacifique, annonçant l'avènement de l'émancipation et la fin de la consignation et de la régence en 1956. Je la connais cette date. En fait, chaque 18 novembre, la fête de l'indépendance. Rappelons ici la brave attitude de Mohammed V à l'égard des Juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, les protégeant contre les dispositions racistes du régime de Vichy. Mohammed V les considéra comme des citoyens marocains ayant les mêmes droits et devoirs que leurs confrères musulmans. Quand le petit djihad a pris fin avec l'indépendance, c'était le début du grand djihad pour développer le pays. Avec l'engagement des Marocains, hommes et femmes, dans une bataille pour l'édification et l'accomplissement de l'unité territoriale lors du règne du feu Sa Majesté Hassan II. Le Maroc a connu le grand événement de la Marche verte en 1975 vers le Sahara marocain pour achever l'unification du pays. Et malgré les obstacles, ce grand djihad garantira au Maroc l'estime des autres pays et la foi inébranlable en sa capacité à édifier son avenir et à relever des défis. Une nouvelle marche a commencé, à laquelle on participe tous sous le règne